Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à toutes dans cet épisode de podcast, un épisode un petit peu différent parce qu'aujourd'hui je ne suis pas toute seule. J'ai eu l'immense plaisir d'accompagner Mallory et puis Mallory elle a accepté pour moi en tout cas c'est avec un immense plaisir de partager un peu son parcours parce que Mallory elle a aussi une jolie nouvelle à t'annoncer. Hello Mallory. Salut tout le monde, salut Mia. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors, je suis super contente de t'avoir ici parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Ouais. Tu as suivi le programme, que tu as rejoint le coaching Éclosion. Et puis il s'est passé plein de choses et je pense que ton parcours va pouvoir inspirer énormément de femmes qui sont, elles, dans l'attente. Et donc j'avais envie justement de te demander de partager un petit peu ton parcours, d'expliquer par quoi tu es passée. Dis-nous tout. Du coup, moi je vais avoir 29 ans là, demain. Donc on a commencé les essais bébés en 2021. Euh, donc avec mon chéri, voilà, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. C'était la suite logique, on y a pensé. Enfin, ça s'est fait naturellement. J'ai pris longtemps la pilule, évidemment, puisque règles douloureuses étant plus jeune. Et à l'arrêt de la contraception, on avait commencer les essais naturels, etc. Et puis au bout de X mois, il se passait rien. J'avais quand même des cycles plus ou moins naturels. Enfin, tout se passait bien. J'avais quand même mes règles. Et puis, je sais pas, j'avais un pressentiment qu'il se passait peut-être quelque chose. Je sais pas. Je me disais tiens, c'est bizarre, ça marche pas. Pourquoi et tout ça. Et puis arrivé en septembre, du coup, donc je rencontre mon premier gynéco qui n'était pas spécialisé en PMA, mais qui suivait pour l'infertilité quand même. Donc il nous reçoit, on discute, etc. Et par rapport à ce que je lui racontais, il me propose d'aller dans le centre de l'endométriose de Paris. À l'époque, on habitait à Paris, donc on y allait. Bon, RAS en termes d'endométriose un petit peu, mais très très légèrement. Ça n'empêchait pas la conception de son point de vue, mais c'est là qu'on a commencé à voir les ovaires polykystiques. Donc en gros, tous les petits follicules qu'il y a dans les ovaires qui étaient trop nombreux, mais bon, à corréler avec la prise de sang, puisque voilà, faut faire la prise de sang pour être sûr que c'était bien ce diagnostic-là. Donc c'est ce qui a suivi. Donc le diagnostic est tombé assez rapidement. Donc ils m'ont donc diagnostiqué syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Donc là, on était en septembre 2021. Après ça, forcément, il s'en est suivi tous les examens médicaux, l'examen des trompes, les IRM, le spermogramme pour le chéri, tous les examens en fait qu'on fait. Nous, on savait pas qu'on était vraiment en fait en train de commencer la PMA, clairement, parce que comme on n'était pas suivi dans un centre et juste par un gynéco spécialisé dans la fertilité, on s'est pas dit tiens c'est le début du parcours. Et en fait, on rentrait clairement dans le parcours du combattant quand même. On savait pas qu'on y rentrait, mais surtout on savait pas quand est-ce qu'on allait y sortir, quoi. Ouais, et une fois que ce diagnostic a été posé, ou au moment où voilà, ils ont vu qu'il y avait effectivement un syndrome des ovaires polykystiques, est-ce que tu as eu des conseils par rapport à ça? Alors pas du tout. Déjà syndrome. Alors déjà rien que le mot syndrome, ça m'a vraiment mis un coup au moral parce que t'es complètement paumé, tu es seul. Voilà, on te dit voilà, ça c'est tes analyses, t'as le syndrome des ovaires polykystiques. Voilà, ça s'arrête là. C'est ça qui doit bloquer le fait que ça ne fonctionne pas. On t'explique grosso modo ce que c'est, mais bon, avec des termes tellement compliqués que toi, tu comprends rien. Toi, tu te renseignes sur Internet, très mauvaise chose à faire. Les forums qui datent de 2010. On a tous fait ça, je pense. Ah là là, la pire chose à faire. Donc non, on savait pas. Enfin, on avait compris grosso modo, mais
on n'était même pas à un tiers de ce qu'on pouvait imaginer. Donc nous, on n'a pas du tout eu d'explications claires et d'accompagnement sur qu'est-ce que c'est le SOPK, qu'est-ce qu'il a pu le déclencher aussi. Voilà, moi clairement, mon gynéco, il m'a dit, vous avez deux choix, soit vous êtes enceinte dans votre vie, soit vous prenez la pilule. C'est-à-dire que le jour où vous serez enceinte, après vous prenez quoi qu'il arrive la pilule, parce qu'avec cette maladie-là, il y a que ça comme solution. Puis après, Solution. je t'ai rencontré et, et voilà. Mais beaucoup de médecins disent ça aussi. Ouais. La solution pour, entre guillemets, pour le SOPK, c'est de prendre la pilule. Oui. Alors déjà, je me permets juste de préciser, c'est pas une solution, c'est un pansement sur une plaie ouverte. Donc voilà, il faut atténuer le syndrome évidemment. Alors si on souhaite reprendre la contraception, bah ma foi, voilà, chacune est libre de ses choix, mais il faut le faire en connaissance de cause et pas se dire bah c'est bon, je prends la pilule, c'est réglé. En fait, pas du tout, ça fait que masquer le problème et ça ouvre la porte à des pathologies plus sérieuses du type diabète, du type ostéoporose et plein d'autres choses, cancer du col de l'utérus, etc., etc. Donc clairement, vaut mieux le diagnostiquer plus tôt et surtout le traiter. Complètement. Donc ok, t'as cette annonce, toi tu te sens déprimé et démuni par l'annonce. Ouais, complètement. Et en fait, je pense que je réalisais pas. Alors, en soi, c'est pas une maladie grave, le SOPK, mais c'est vrai que moi, j'avais pas pris conscience que ça pouvait avoir des impacts sur la vie en règle générale, en dehors de la fertilité. Chose que j'ai appris grâce à toi. Parce que c'est vrai qu'on ramène tout à la fertilité, au fait de vouloir concevoir, mais c'est bien plus large que ça. C'est bien qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps. Et ça, j'avais pas du tout conscience de ça. Parce que pour Oui. moi, c'était juste ça qui freinait le fait que j'arrive pas à tomber enceinte, mais que ça impactait pas ma santé en règle générale, même le jour où on voudrait plus d'enfants, quoi. Et physiquement, c'est vrai que tu n'avais pas forcément les critères, bah moi non plus, hein. Donc moi aussi j'avais été diagnostiquée d'un SOPK, mais moi non plus j'avais pas forcément de critères physiques dans le sens où généralement on peut avoir des problèmes d'acné, de l'hirsutisme, une prise de poids. Ah oui, Qu'on ne sait pas, complètement. hein. Voilà, je veux dire, il peut y avoir plein de manifestations physiques aussi parfois très handicapantes. Mais du coup, quand on ne coche pas ces critères-là, du coup, parfois le diagnostic est encore plus compliqué parce qu'il n'y pense pas tout simplement, tu vois. C'est ça, exactement. Et surtout que aussi le truc typique du SOPK, c'est que t'as pas tes règles, C'est que ça. t'ovules pas ou très espacées. Et moi, j'avais chaque cycle, chaque mois, j'avais mes règles, donc jamais j'aurais pu penser que j'avais ce syndrome. Donc c'est vrai que oui, très mauvaise information là-dessus, enfin peu d'informations, voire pas du tout, de la part des médecins, enfin, en tout cas de mon gynéco. Donc suite à ça, il nous a proposé très rapidement de commencer du coup la première stimulation. Donc nous on le voyait pas comme ça pour l'instant non plus, comme on était encore une fois pas dans un centre PMA. Donc c'était en plus assez galère parce que c'était la course, parce que comme c'était pas tout lié au centre. J'allais moi un peu au labo où je voulais, puis après un coup j'allais chez lui, puis j'allais ailleurs. Enfin, c'était tout dispersé et du coup c'était une organisation chaotique avec le travail parce que on essayait de tout faire en même temps et c'était un peu compliqué. Donc on a commencé les premières stimulations par le Clomid. Donc c'est juste un médicament à prendre pour favoriser la croissance des follicules, pour m'aider. Et puis, alors, ce médicament, je l'ai pris 2 fois. Le premier cycle, ça s'est relativement bien passé, mais c'était pas fou. La deuxième, donc après, ça n'a pas fonctionné. Et la deuxième fois, donc on a renchaîné le cycle d'après. Et là, vraiment, j'ai très mal supporté le médicament. J'ai vraiment eu des tendances dépressives et je me reconnaissais plus du tout. Des maux de tête abominables. J'avais jamais eu ça. Et c'est mon chéri qui m'a dit non mais ce médicament c'est fini. Enfin, tu n'es plus toi-même. Il y a un problème. C'est pas normal. Et après on s'est renseigné sur le Clomid. Vraiment alors après c'est des expériences personnelles mais je comprends même pas pourquoi on passe par le Clomid en fait. Ça a l'air c'est tellement puissant et en fait ça agit du coup je pense directement sur le cerveau. Quand Et même la substance est beaucoup plus intense. alors, chaque femme va évidemment avoir comment dire, des effets secondaires différents, tu vois. Là où toi, tu as eu des effets secondaires, d'autres peuvent en prendre et n'auront absolument rien. Tu vois, moi, le Clomid, j'en ai pris, je pense, pendant bien un an et demi, je pense, tu vois, Oh la vache. totalement.
Mais parce que le Clomid est prescrit à tour de bras. Alors ça, entre le Clomid et le Dufaston, tu vois, j'alternais Clomid, Dufaston, Clomid, Dufaston. Enfin voilà, c'était vraiment. Mais Ah parce ouais, que c'est non. prescrit à tour de bras et parce que tout le monde a l'air de trouver ça normal. Mais non, tu peux avoir des effets secondaires qui sont pas hyper agréables, évidemment, comme pour tout un tas d'autres traitements. Et c'est vrai que de manière générale, tu es assez sensible quand même au traitement. Ah oui, moi, c'est impressionnant. C'est vrai que ben, c'est vrai que j'ai. Alors, est-ce que c'est lié au fait que j'ai jamais pris de médicaments étant petite ou pas, ou j'ai une grosse sensibilité? Mais c'est vrai que pendant tout le parcours PMA, ce tout petit traitement, chez moi, c'était puissance 1000. Et c'est vrai que le Clomid, je l'ai très mal vécu. Et à partir du moment où j'en ai parlé à mon gynéco, ce qui a été bien, c'est qu'il a dit, stop, si vous avez ça, on arrête tout, on arrête le Clomid. Donc là, on était à la deuxième stimulation qui n'avait du coup encore pas abouti. Donc on était déçus, mais c'était que le début. Donc forcément, en fait, on pensait que ça allait être juste le petit coup de pouce qui allait nous aider. Voilà, et que là, bah, on avait fait 2 cycles, 2 tentatives, ça n'avait pas marché, mais ça marcherait un peu plus tard. Et puis, comme le Clomid a été trop compliqué pour moi, on est passé aux injections. Donc là, on passe là sur une phase un peu différente parce que bah, tu apprends à te piquer toi-même. Enfin, c'était pas moi qui le faisais, c'était mon chéri. Donc, monsieur est devenu infirmier à domicile, limite en reconversion maintenant. Euh, donc voilà, donc on est passé sur des stimulations via des hormones par piqûre pendant des mois et des mois, parce que bien sûr, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc on a enchaîné les protocoles avec les mêmes produits, de la même façon, sans résultat. Donc ça, c'est surtout qu'on a enchaîné vraiment tous les cycles en fait. Donc ça, c'était, moi je me rendais pas compte en fait, il nous avait dit, si vous faites des pauses, c'est pour ça que les gens mettent du temps, parce que le fait qu'ils fassent des pauses, ça rallonge et du coup, ça ne, enfin, faut vraiment être régulier pour que ça fonctionne. Donc moi, il me dit ça, bah ok, en avant Guingamp, j'enchaîne. Et jusqu'à un jour où vraiment, c'était au mois de mai-juin, et donc moi, je suis prof de danse et je donnais un cours. C'était un lundi soir. Je suis rentrée, je pouvais même plus marcher. Et là, j'ai dit, il y a un gros problème. Et en fait, j'avais trop forcé, les stimulations étaient trop intenses pour mon corps. Parce qu'il faut savoir que quand on stimule, du coup, on stimule tellement qu'avec mon syndrome, du coup, ça démultiplie, ça fait tout grossir, donc les ovaires grossissent. Et en fait, à force d'avoir forcé, ça avait fait une lésion, en fait, à l'intérieur de l'ovaire. Donc, ça avait saigné, en fait. Et donc, j'étais en début d'hyperstimulation puisque, en fait, mes ovaires étaient beaucoup trop gros. Par rapport à, enfin, la stimulation était beaucoup trop intense. Et donc là, ça a été vraiment très compliqué. Là, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment dur. Parce qu'en fait, on était déjà à la sixième ou septième stimulation. Donc, sixième ou septième tentative. C'est vrai que c'est pas comme des inséminations artificielles, mais pour moi, c'est un peu tout comme parce que les protocoles sont les mêmes. Donc, t'as pas le truc où tu vas aller faire l'insémination au centre. C'est cool parce que tu peux faire ça sous la couette naturellement au final, mais tout le protocole reste le même. Donc, et par exemple, pendant tout ce temps-là, on nous a jamais proposé un soutien psychologique. Comme j'étais pas dans un centre, il nous a pas parlé d'aide, de peut-être naturopathie, de yoga, de thérapeute spécialisé en fertilité ou pas. Enfin, donc voilà, nous on suivait à la lettre, on piquait, on piquait, on piquait quoi, jusqu'au jour où bah, le corps a dit stop. Donc là, j'ai été sous une autre piqûre en fait qui était extrêmement douloureuse pour vraiment fluidifier le sang pour éviter. Et puis des bas de contention au mois de juin, c'est génial. Oui, je Enfin rappelle voilà, que tu habites dans le sud de la France aussi, donc. ah, c'est ça, c'était, non, c'était franchement cette période, elle était affreuse, on va pas se le cacher. Donc voilà, grosso modo. Et puis après, bah, on a déménagé justement. Et quand on est arrivé ici, j'ai dit tout de suite, on va directement aller dans un vrai centre avec une vraie, enfin voilà, un gynéco suivi dans un centre, etc. Et on a pris le rendez-vous assez rapide quand même. Et on a refait le topo de tout ce qui s'était passé. Et elle nous a dit bon, j'aimerais quand même faire une dernière tentative avec une stimulation simple et puis on verra. C'est ce qu'on a fait. Sauf qu'on a changé de produit. Waouh, alléluia. Presque Enfin, un an. Enfin, on a changé de produit, mais du coup, la tentative n'a pas abouti. Euh, donc là, on est un peu, bah, en fait, clairement, vous nous proposez quoi pour la suite? Parce que là, c'est bon.
pense qu'on a donné, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Donc, ce qui est cool, c'est que notre gynéco a été à l'écoute et elle nous a épargné de passer par les 6 tentatives d'insémination. Elle nous a dit clairement, si vous avez ça a jamais fonctionné, vous n'êtes jamais tombé enceinte, parce que je précise qu'on n'avait jamais eu un test positif, même pas un petit début d'accroche ou autre. Elle nous a dit, il faut passer directement en FIV, en fécondation in vitro. Donc moi, je m'attendais pas à ça. J'étais plus partie pour l'insémination parce que je savais vaguement l'implication que c'était la FIV. Et là, j'ai fondu en larmes parce que j'étais pas prête psychologiquement à ça. Faut savoir que j'ai vraiment je dirais pas une phobie non plus, c'est peut-être abusé de dire ça, mais bon, je pense que personne n'aime, mais vraiment un rapport avec l'hôpital très compliqué. Donc tout ce qui va être anesthésie générale, le milieu de l'hôpital, je suis pas du tout à l'aise. Donc c'était pour moi une décision compliquée à prendre. Et on a même réfléchi, bah même est-ce que je suis capable de passer au-delà de ma peur pour faire la FIV, quoi. Puis bah après forcément, sur le coup tu dis non, et puis 2 semaines plus tard tu dis bon, peut-être que. Et du coup voilà, et nous sommes partis pour l'aventure de la FIV, qu'on a fait notre première FIV en février 2023. Euh, Ça a été chaud. Enfin, parce qu'en fait, du coup, les stimulations sont beaucoup plus intenses, puisque le but est de récolter le maximum d'ovocytes pour faire le maximum de petits bébés. Donc, du coup, forcément, la stimulation sur un syndrome des ovaires polykystiques, elle est assez intense, quoi. Et, euh, et du coup, sur l'ensemble, ça s'est bien passé. Mais en fait, j'avais tellement peur de cette hyperstimulation que la gynéco, je lui ai tellement pris la tête qu'elle m'a fait des tout petits dosages. Et c'est vrai que la récolte n'a pas été super. Et puis, juste avant ça, du coup, donc ça c'était en février, je reviens un tout petit peu en arrière parce que du coup, Mia, je t'ai rencontrée en novembre. Donc j'ai commencé le coaching en novembre-décembre. Qu'est-ce qui fait que justement tu t'es dit tiens moi je vais me faire accompagner qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ok je suis toute seule ça n'ira pas il faut que je me fasse aider. Bah en fait, je pense qu'à un moment donné, j'étais dans le déni en me disant ça serait bien que je demande de l'aide ou que parce qu'en fait mes proches c'était inutile ce qu'ils me disaient, ça me démoralisait plus qu'autre chose. Et via Instagram, je t'ai découverte et j'ai découvert tes podcasts et je les ai tous écoutés. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans le déni, de se mentir à soi-même. C'est bien le chéri, parce que mon chéri était super, il me soutenait beaucoup. Enfin, parce que même si lui, il le vivait pareil que moi, c'était dans mon corps que ça se passait, donc c'était différent. Et puis surtout, voilà, c'était primordial pour moi de me faire aider parce que je sombrais, je me perdais en tant que personne, clairement. C'était devenu pas obsessionnel, mais ça me bouffait la vie. Et puis le fait que ce soit d'être accompagnée et en plus avec une femme qui l'a vécu, ça a changé, ça a tout changé pour moi. J'aurais pas choisi n'importe quel accompagnement. Le fait que toi tu aies vécu ça et que tu sois passé aussi par la PMA pour avoir ton fils, du coup, ça change tout en fait. Pour moi, ça a tout changé parce que je me suis dit tout ce qu'elle va me dire, elle l'a vécu elle-même, donc elle sait en fait par quoi je passe, par toutes les émotions que je passe, et donc du coup, elle va pouvoir que bien m'accompagner. Donc ça, je me suis dit allez, je saute le pas quoi. Et au début, j'ai pas rejoint en plus le coaching éclosion. Au début, j'ai juste pris le suivi en plateforme en ligne. Et puis en fait, c'était pas suffisant. En fait, vraiment, je conseille à tout le monde si vous voulez être accompagné, faites direct le coaching éclosion. En fait, c'est vrai que c'est pas pareil. Moi, j'ai besoin de discuter avec la personne. Et puis on a aussi le groupe avec les filles, tout le coaching de groupe qu'on fait une fois par mois. Et puis le fait que toi tu sois à nos côtés H24, on va pas se le cacher, c'est H24. C'est effectivement une grosse partie de mon temps, ouais. Ouais, c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps. Et puis, y a pas que moi, on est fois X, quoi. Donc ça a tout changé. Et je pense que là, c'est comme, là où j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux, que c'est commencé progressivement, c'est vraiment quand j'ai rajouté le coaching éclosion. Donc, c'était pas longtemps avant ma FIV, je crois. Je crois que c'était 3 mois après que j'ai commencé la méthode. Ouais, juste avant. Là, j'ai commencé éclosion. Et bon, déjà, j'avais mis des choses en place grâce à la méthode que tu proposes, mais je me rendais pas compte que c'était trop prématuré par rapport à la FIV qui arrivait. En fait, j'avais les changements, c'est comme voilà,
ça n'allait pas tout changer en si peu de temps. Il fallait plus de temps. Mais ça, je voulais pas me l'avouer non plus parce que, voilà, tu penses que ça va vite. Tout va vite changer, mais ton corps, il a besoin d'un petit temps quand même. Et parce que tu veux que ça aille vite. Donc tu dis, c'est Oui, bon, maintenant, voilà. J'ai mangé sainement toute la semaine. Maintenant, c'est bon. c'est ça. Je suis accompagnée, j'ai tout bien fait. Allez, c'est bon, là, ça va marcher. J'exagère évidemment et vraiment, encore une fois, hein, si celles qui nous écoutent, vous êtes là-dedans, je ne vous jette mais alors absolument pas la pierre. Mais si vous saviez combien de fois moi je l'ai fait en me Ah, disant c'est voilà, clair. maintenant j'ai fait une séance d'acupuncture, c'est bon. Tout. Non, mais là, c'est bon, j'ai fait de la visualisation, là, j'ai fait la cohérence cardiaque, j'ai fait non, c'est bon, là, c'est sûr, c'est le bon moment. Ça va marcher. Et non. Ben Donc, non, parce que non, effectivement, le corps, c'est pas une machine, il a besoin de temps. Et puis même nous, on a besoin de comprendre aussi, on a besoin de changer un peu le rapport qu'on a à notre corps, on a besoin de le redécouvrir d'une autre façon. On a besoin de mettre pas mal de choses en place et c'est vrai que ça se fait pas, je vais pas mentir, hein, vraiment, ça se fait pas en une semaine, quoi. On a besoin idéalement, au moins 3 mois pour vraiment, en fait, c'est le temps de régénération cellulaire, c'est le minimum du minimum, quoi. ouais, c'est ça. Et encore 3 mois pour peut-être le corps, enfin, pour ce qu'on met en place pour l'alimentation. Mais pour toute la partie émotionnelle, c'est vrai qu'en fait, c'est dur à entendre qu'il faut plus de temps, mais c'est la réalité. Enfin, moi, il m'a fallu plus de temps pour le côté émotionnel. Ouais. Après, ça dépend. Tu vois, j'ai des personnes en 2 mois. J'ai déjà eu des personnes qui en 2 mois réussissaient à mettre en route une grossesse. Je pense que j'en ai même eu une en 6 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc oui, c'est possible que ça aille aussi beaucoup plus vite, mais je veux pas faire cette promesse-là parce que c'est pas éthique, quoi. Je veux dire, il faut juste accepter que le corps a besoin de temps, le cerveau a besoin de temps, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi 3 mois, c'est quoi 6 mois dans une vie, si vraiment ça permet d'atteindre son objectif finalement. Hein. Complètement. Je- Sur le coup, t'as l'impression que c'est super long, mais en fait, après, avec le recul, mais c'est toujours pareil, c'est toujours super difficile de se dire ça quand on est dans le truc. Donc, pour celles qui nous écoutent, je comprends que sur le coup, tu te dises, non, mais attends, 6 mois, c'est une blague, quoi. 6 mois, 6 mois, c'est une demi-année, merde. Oui. C'est ça. Mais en fait, c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, ben, 6 mois, c'est en même temps, ça passe super vite et tu peux faire plein de choses, quoi. Oui, et en même temps, il vaut mieux prendre 6 mois à préparer quelque chose plutôt que d'enchaîner des protocoles comme tu l'as fait pendant 6 mois, parce que tu C'est l'as fait ça. au final pendant plus que 6 mois, C'est pour ça. Ouais. finalement pas avoir de résultats derrière. Donc tu dis, Non, finalement, avec le recul, il vaut mieux prendre le temps de construire les fondations et c'est puis ça. d'entamer la suite. Puis on a mis du temps à en parler aussi parce que toutes les premières, en fait, on a vraiment parlé quand on a commencé la FIV, mais au final, ça faisait déjà des mois et des mois qu'on se tapait des stimulations. Donc c'est pour ça que la famille ou même les amis ont peut-être moins compris autant notre désarroi quand la première FIV n'a pas fonctionné, parce qu'en fait, on s'était déjà tapé X traitements, X trucs et voilà et on m'a dit aussi, mais prends un week-end pour pleurer un bon coup et puis après repars repars de plus belle. Oui, mais tu t'es traîné les 10 derniers mois où t'en avais pas forcément parlé. Donc au début, bien sûr, quand les styles n'ont pas fonctionné, bon bah t'es déçu, voilà. Mais arrivé à un moment où c'est plus que ça, en fait, ça te prend la tête, quoi. C'est le cas de le dire, vraiment. Et Oui, c'est parce que souvent on pense que la PMA, finalement, on se dit c'est le début du parcours, mais en fait non, tu es déjà complètement usé quand tu démarres la PMA parce que tu as souvent des mois, voire ouais, parfois des années de tentatives infructueuses derrière toi. Et donc émotionnellement, c'est compliqué. Souvent, quand tu entames la PMA, bah, tu as quand même souvent déjà tenté l'une ou l'autre stimulation, l'un ou l'autre traitement, etc. Donc déjà, d'un point de vue hormonal, c'est chaud et on a déjà commencé à épuiser le corps. Si en plus on est carencé, qu'on n'a rien vérifié en amont, etc., bah, on cumule les carences, on cumule plein de choses. Et puis bah oui, on arrive en PMA et en fait, on est déjà mais complètement épuisé par ce parcours, quoi. c'est ça. Ouais. Et toi, du coup, donc, quand tu as finalement rejoint ce coaching, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Bah, je pense déjà d'entendre ce que j'avais pas envie forcément d'entendre, mais de l'entendre d'une personne bah, de toi voilà, qui est déjà de un, tu es une professionnelle de ce métier, et de deux, tu l'as vécu. Donc il y a des choses qui avaient beaucoup plus d'impact déjà venant de toi, c'est voilà, parce que tu nous soutiens, tu nous accompagnes, mais tu nous fais aussi entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre et ce qui est important qu'on entende. Mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc ça, on doit
on doit l'entendre et vivre avec. Et, euh, et je me sentais beaucoup moins seule en fait. Donc toutes les étapes étaient beaucoup plus faciles. Je me sentais beaucoup plus préparée et surtout, je comprenais beaucoup mieux tout. Les traitements. Je me suis approprié mon syndrome. Enfin, mon syndrome. Merci. Je me suis, voilà, j'ai appris à vivre avec et à pas en faire une faiblesse, en faire plutôt quelque chose, une force, enfin une force. Voilà, de me dire, bah voilà, il est là, c'est comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, se sentir mieux déjà dans mon quotidien, parce que c'est vrai que moi j'ai cette fatigue aussi chronique, ça c'est terrible. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, après quand j'ai appris ça, je dis, ah bah ça doit être lié à ça, mais avant voilà, quoi, je suis tout le temps KO, quoi, alors que je dors super bien. Et, euh, et voilà. Et du coup, déjà, bien apprendre comment vivre avec le CSOPK, comment appréhender les traitements aussi. Du coup, c'était complètement différent. Et puis, s'imposer face au milieu médical, poser les bonnes questions, et puis se laisser faire. Enfin, en fait, ça a changé tout mon parcours. Ça a radicalement tout changé. Et j'en serais pas là où j'en suis actuellement si je t'avais pas rencontré. Ça, c'est une certitude. Et t'en es où, là, en ce moment? Bah, j'en suis que du coup, après cette première FIV infructueuse, nous en avons fait une deuxième en juin et qui s'est avérée, enfin, soldée encore par un échec. Et du coup, et ben, il s'avère qu'en fait, après ça, il nous restait un petit embryon congelé on avait dit, bah, pour 2023, on laisse couler, on fera pour 2024 si on doit faire encore d'autres analyses. Et donc, pour la petite anecdote, nous avons vu mi-septembre notre gynéco pour faire un récap de notre chiffre de juillet. Oui, oui. Un mois et demi après, ouais, c'est bien. Et on était sur encore des examens super agréables, type biopsie de l'endomètre, fragmentation d'ADN du sperme. Donc, on sort encore du rendez-vous, youp la boum. Mais bon, on était quand même beaucoup plus armés qu'il y a ces dernières années. Donc, ça n'avait plus rien à voir. Et puis, le lendemain, bah, j'apprends que je suis enceinte, en fait. Alors, c'était quand même assez cocasse. Tu veux bien partager ce moment-là, parce que quand même, c'était un grand moment. C'est vrai parce que Mia tu es quand même, franchement, en exclusivité, la première qui a été au courant de ma grossesse. C'est quand même, pour le coup, pour vous dire à quel point Mia fait partie de votre vie intégrante après. Ah ouais, non, vraiment. Bah, c'est qu'en fait, je me suis réveillée le lendemain et je sais pas pourquoi. Pourtant, je devais avoir mes règles, mais j'étais pas encore dans un retard de règles. Donc, bon, potentiellement, c'est arrivé dans la journée. Et j'avais pas de test de grossesse chez moi parce que bah on n'achète plus de test de grossesse quand t'es en PMA forcément. Mais j'avais racheté des tests d'ovulation l'été. Et puis on avait acheté une grosse boîte, donc on était revenus avec. Ça faisait 1 an que j'en avais pas fait. On en avait fait un peu l'été, et puis voilà. Et puis je suis rentrée avec. Et ce matin-là, j'avais vu une vidéo il y a quelques mois qui restait dans ma tête où une nana en fait avait fait un transfert d'embryon. Elle avait pas de test de grossesse chez elle. Elle a fait un test d'ovulation. Et plus les jours passaient, plus le test d'ovulation, les 2 barres s'affichaient. Et il s'avérait qu'au final, elle était enceinte. Donc je me suis dit, tiens, j'ai pas de test de grossesse. Est-ce que je testerais pas cette expérience de test d'ovulation? Alors je précise, j'avais absolument aucun symptôme. Hein. J'avais comme si j'allais avoir mes règles, hein, mais j'avais voilà, juste ce pressentiment, je sais pas pourquoi. Et j'ai fait ce test d'ovulation qui s'est avéré positif, sachant que j'en avais fait un il y avait 2 semaines auparavant qui avait été positif. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à Mia. Mia, comment cela se fait qu'il y a 2 semaines, j'ai eu ce test positif et que 2 semaines plus tard, il est positif. Et voilà, Mia m'explique que soit c'est un dérèglement hormonal avec un pic de LH qui peut être lié au SOPK, que tu peux avoir un pic de LH juste avant d'avoir tes règles, ou bien que c'est l'hormone HCG qui est l'hormone de grossesse. Donc pour ça, il fallait vérifier avec un test de grossesse. J'avais des courses à faire l'après-midi. Je me suis dit, bon, ça va être difficile d'attendre le lendemain matin, j'en achète. Mais je me suis dit, bon, moi je bois beaucoup la journée. Donc je me suis dit, le test du pipi à 17 heures, le pipi va être tellement dilué que c'est sûr qu'il va être négatif, quoi. Pour vous dire, j'ai rangé que les courses fraîches. Les autres courses, je les ai laissées dans le sac parce que j'étais trop pressée de savoir.
Et bah c'est la première fois donc j'ai fait le test et j'ai à peine eu le temps de me rhabiller que la deuxième barre s'est affichée. Il était 17h sur un pipi translucide. Et là j'ai couru dans mon salon parce que je n'y croyais pas. En 3 ans, je n'avais jamais eu un test positif de ma vie. Et donc j'étais tellement je saurais même pas dire, c'était même ouais choquée quoi. De quoi, de qu'est-ce, comment cela se fait, comment est-ce possible? Non mais c'est une erreur. C'est le premier truc que tu penses, c'est non, c'était une erreur, il y a un problème. Donc tout de suite, j'ai pris mon portable, j'ai appelé Mia en visio pour être sûre que j'étais pas folle et que je voyais bien 2 barres. J'ai eu droit à l'annonce en direct, à la découverte presque en direct. C'était instantané, mais Ah c'était ouais. un super moment. Je pense que c'est un moment qui me restera gravé, voilà, éternellement parce que ce sont des super moments, tu vois, quand j'apprends ça, quand je Ah trouve ça bah oui. génial, tu vois, ça me touche toujours tellement que Non, c'est mais c'est fou quand même, comme je me suis même pas dit, tiens, je vais appeler mon chéri ou non, je vais appeler Mia en fait, tu vois. C'est dingue quand même. C'est voilà, c'est tellement un soutien du quotidien et puis c'est voilà, c'est que qu'en fait c'était, enfin je me suis même pas posé la question. En fait, j'ai dégainé mon portable, je t'ai appelé en visio et voilà. Et après bah voilà, il fallait confirmer avec surtout la prise de sang. Oui, Le parce que c'est taux, vrai le que de taux. manière générale, ici, bah, quand tu as eu cette intuition, je me suis dit, ok, soit c'est un dérèglement hormonal, soit effectivement c'est une grossesse, mais là tout de suite, on va pas pouvoir le vérifier, il va falloir attendre le lendemain pour faire la prise de sang. Donc voilà, l'idée c'était de dire, bon, ok, va chercher un test de grossesse si tu veux avoir plus d'infos là maintenant, ou alors t'attends demain. Mais je sais que c'est dur d'attendre le lendemain, donc forcément, voilà, le test de grossesse c'est une excellente piste. Après, bah tu le sais, hein, je suis la première à tanner pour avoir les taux parce que c'est ça qui est important. Ouais, Et donc voilà, j'étais la première à te tanner pour dire bon demain matin, première heure prise de sang bien parce que sûr. c'est tôt. Et je pense qu'on est et du coup avec ce parcours, nous, enfin on est devenu super frileux sur ce genre de nouvelles aussi parce Ouais. que du coup on a eu tellement d'espoir, déception, espoir, déception que c'était magnifique ce test positif. Mais voilà, on voulait le taux et puis on voulait le taux qui double. Euh, donc on a fait le samedi. Autant vous dire qu'on n'a pas très peu dormi. Puis à l'ouverture du labo, j'étais la première. Voilà, donc les taux se sont avérés très bons dès le début. Alors, et on a aussi tout de suite aussi dosé la progestérone, hein, parce que moi j'en avais jamais produit moi-même. Donc c'était incroyable d'être sûr que la progestérone était bonne pour pas faire un arrêt de grossesse rapidement. Mon corps produisait de la progestérone, quoi. Non mais voilà, c'était fou, quoi. Et bah, toutes les étapes se sont bien déroulées jusqu'à présent. Voilà, je vais clôturer enfin mon premier trimestre mardi officiellement. Donc on a eu les échos, tout se passe très bien. Mais c'est vrai que il y a toujours ce petit côté dans ma tête où je sais pas si je suis encore pleinement dans la grossesse à 100%. J'ai toujours peur. Mais je pense que c'est le parcours aussi. On se réjouit à fond, on est vachement dans la projection. Euh, et en fait, tellement peur que le sol, enfin voilà, que ça se dérobe sous nos pieds, puis que tout ça, ça s'arrête. Et en même temps, je me dis, vis-le pleinement parce que ça va passer tellement vite que si tu dois la vivre une grossesse qu'une fois dans ta vie, il faut que tu le vives à fond, quoi. Oui, Euh, et même si t'en as plusieurs, pour moi ça reste super important de la vivre pleinement et intensément. Parce que c'est vrai que ça passe vite avec le recul et aujourd'hui je peux t'en parler parce que mon fils a 10 ans et j'ai encore l'impression que ma grossesse date d'hier, tu vois. Des fois je me dis mais ces 10 années sont passées tellement vite, cette grossesse est passée tellement vite et pourtant j'ai vomi du matin au soir pendant ouais. 9 mois. Moi, ça a été horrible parce que moi, je suis du pipi de chat à côté. Je suis rien, Ah. moi. Et c'était une grossesse, mon Dieu, mais bon, c'est pas pour rien que j'en ai pas voulu une deuxième après. Mais non, vraiment, Ça t'a vacciné. Bah, enfin, non, je peux pas te comprendre parce qu'en plus, moi, j'ai la phobie de vomir. Donc, autant te dire que si j'avais été dans ton cas, tout le monde m'avait dit, ah, mais t'as la phobie de vomir, mais tu verras quand tu seras enceinte. Bah, j'ai envie de dire, j'ai eu de la chance, je n'ai pas vomi. Mais c'est vrai que, comment ça s'appelle, périmètre gravidique. Voilà. Mais ça, c'est vrai que ça doit être épuisant moralement aussi. Alors moralement, alors en fait, il y a eu un moment où j'étais à deux doigts de me dire, j'en veux plus, je veux pas pouvoir tenir en fait, parce que Ouais, psychologiquement, t'es à bout, tu dors pas.
parce que ça te réveille même la nuit en fait. Hein, tu Oh, dormais avec un seau à côté de mon lit quand même, faut le savoir. J'ai vomi jusqu'à 3 jours post-accouchement, alors que normalement ça s'arrête avec l'accouchement. Il a fallu le temps que les hormones redescendent, etc. Bon, il semblerait quand même qu'il y ait de plus en plus de liens qui soient démontrés avec la thyroïde, etc. Donc on commence à toucher du doigt un début d'explication. Mais peut-être que dans 10 ans, ce sera expliqué et qu'on pourra le soigner un peu plus correctement. En tout cas, moi, tout ce qui était mis en place, il n'y a rien qui a fonctionné sur moi. Et donc, j'en étais à vomir des 25-30 fois sur une journée. je sais pas comment t'as fait pour survivre et puis te dire que le bébé continue bien son, parce que du coup, tu pouvais pas manger. Ah si, je mangeais non-stop parce qu'en fait, moins tu manges et pire c'est. Donc, je mangeais Ah tout le ouais. temps. Ouais, tu mangeais, tu vomissais, quoi. Et je vomissais. Alors, mon fils, lui, il allait très bien, hein, t'inquiète. Lui, il prenait toute la place. J'étais Ouais. rien que du ventre, mais j'étais ronde au point presque d'exploser. Mais tu vois, cette hyper MS gravidique, franchement, et pourtant, j'avais 4 ans et demi de parcours derrière moi, j'étais à deux doigts de me dire, mais j'arrête tout parce que je vais pas tenir. Faut pas demander dans quel état on est, hein. Non, Mais, mais c'est clair. Mais je pense que tu peux dire, je tiendrai jamais 9 mois. ah, mais c'est ce que je me disais, en fait. Et tu sais, d'abord, le gynéco te fait patienter en disant, ah, mais ça va durer à 3 mois, ça s'arrête. Ouais. Et tu croises les doigts, c'est long, ça n'en finit pas, et voilà. Et puis, bah, 3 mois, on dit, bon, bah, des fois, ça dure jusque 4. Ok. Et puis, j'arrive au 5e mois et il me dit, bon, bah, si tu passes au 5e mois, c'est parti jusqu'à la fin, quoi. Et puis, effectivement, et ça a Quand tu sais continué. que t'es qu'à la moitié de la grossesse, c'est dur, quoi. Mais tu vois, même avec le recul, même cette grossesse-là, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle est passée vite. Alors, c'était pas du tout le discours que je tenais au moment même. Oui, Mais avec le recul, tu vois, je me dis, mais ces 9 mois-là sont passés malgré tout hyper vite. Et donc, c'est clair qu'il faut en profiter. Surtout, en plus, quand il n'y a pas de pathologie de grossesse, tu vois. Oui, parce que dans ces moments, Non, souvent, on dit oui. la grossesse, c'est pas une maladie. Non, mais il y a des pathologies de grossesse. Ouais. Non, mais ces phrases, c'est, oui, 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 non, mais c'est clair. Parce que toi, tu peux rien faire. Non, tu peux rien faire. Et en fait, il faut pas croire que parce qu'on passe par la PMA, on est exempt de ça. Bah non, des fois, ça arrive quand même. Oui. Voilà. Et puis les gens qui te disent, alors ça, je précise, si un jour, si des gens nous écoutent, si vous pouvez arrêter de nous dire, par exemple, on en a chié pour en arriver là où on en est. Parlons bien. Si après on reste une femme enceinte lambda, on a le droit de se plaindre. Et c'est pas parce on le voulait pendant toutes ces années qu'on a le droit d'en chier grave. Parce que oui, ah bah tu l'as voulu, maintenant tu l'as. En gros, tu peux pas te plaindre. Bah si, je vois pas le rapport. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être Voilà, malade exactement. et on a le droit à un moment donné de se dire mais je tiendrai jamais, même si on en a bavé pour l'avoir avant. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Oui, on reste des êtres humains, c'est évident. Parce que Mais les remarques maladroites, on continue finalement. Hein, on en a pendant toute cette période d'attente qui peut être plus ou moins longue. Les remarques maladroites, ouais, c'est parce que ouais, tu ouais. penses trop, faut que tu lâches prise. Enfin voilà, toutes ces phrases bateaux, ben, on les a toutes entendues, voilà. Mais ça continue aussi après. Une fois que tu as le positif, les phrases sont là aussi. C'est horrible. Vraiment, je pense, ouais, mais non, mais ça, c'est vrai. Et puis, c'est vrai quand tu me dis que ça va continuer quand le bébé sera là. Et puis, après, sur l'éducation du bébé, mais moi, on m'a quand même dit quand on a annoncé à certaines personnes. Donc, félicite-nous, en fait, juste, sois content pour nous. Puis c'est tout. Rajoute pas ta phrase qui sert à rien en nous disant, en me disant, ah, je savais qu'il suffirait que tu lâches prise pour que ça marche. Mais vraiment, vraiment, là, j'ai pas envie d'être grossière, mais je le pense très fort. Franchement, et puis si on a mis 10 ans, il nous aurait dit pareil au bout de 10 ans. Oui, bien sûr. Ah, bah voilà, bah oui. Non, mais c'est vrai que on avait dit qu'on pourrait faire un sketch là-dessus. Bah, c'est vrai que oui, s'il suffisait juste de lâcher prise, c'est évident. Pourquoi j'y ai pas pensé, quoi? C'est vrai que, non, Oui, mais des parce que fois, ça tu te t'amène dis, une culpabilité comme si c'était ta faute, tu vois. c'est Donc, terrible. C'est donc inutile de dire là, cette phrase. t'es quand même passé par plusieurs traitements hormonaux, des stimulations, t'es passé par 2 fécondations in vitro. Ça marche spontanément, Ouais. mais quand même on te dit ah voilà, il suffisait que t'arrêtes d'y penser quoi. En gros, C'est ça, parce que le fait que ça soit pas un bébé de FIV, on nous a dit ah bah voilà, c'est parce que voilà il y a eu. Alors je suis persuadée qu'il y a un alignement de choses, enfin des choses qu'on a mis en place, hein, parce que si on n'avait pas mis tout ça en place, c'est certain que je ne serais pas enceinte aujourd'hui. Donc c'est pas juste parce que tiens je suis partie en vacances, je reviens de vacances et paf ça a marché, parce que ça se saurait.
Et puis Ah, ça. puis faut pas le dire. Et puis ouais, non, c'est culpabilisant. Puis en vrai, dites-vous, si vous dites cette phrase, est-ce que ça fait avancer la personne de lui dire ça, en fait? Bah non. En fait, à part la rabaisser éventuellement, La ça n'a aucun culpabilité. intérêt. Ouais. Aucun. Non, je suis d'accord Donc, avec ouais, malgré tout ce parcours, et c'est même des gens très très proches, hein, il peut même avoir des gens de la famille, hein, donc il y a pas de règles à ce niveau-là, et Ah oui, oui, ça peut être les parents, les beaux-parents. Enfin, je veux dire, on peut être avec les frères, les sœurs. Enfin voilà, on peut être vraiment dans une famille, un lien de parenté très très proche. Ça n'empêche pas la maladresse. C'est ouais, d'ailleurs souvent ces personnes-là qui dérapent un peu parce que bah voilà, ils veulent bien faire, mais bien sûr. Mais après, voilà, c'est maintenant ouais, bon bah sur le coup, bah, tu réponds pas, ou si tu l'as en face de toi, tu lui réponds, tu essaies de lui répondre plus ou moins gentiment, mais il faut essayer de passer, parce que moi, par exemple, mon chéri, lui, il arrive très très bien à passer au-dessus de ses phrases. Il me dit, mais ça doit, on s'en fout, il faut pas que ça t'atteigne. Je dis non, non. Franchement, après le parcours qu'on a eu, et peu importe ton parcours, en fait, même si, enfin, personne n'est légitime de te dire ça, et je trouve que voilà, c'est nul. parce que Voilà. comme tu disais, ça t'apporte rien en fait. Ça ne t'aide pas, donc finalement, à quoi bon? C'est effectivement des propos inutiles. Qu'est-ce que tu dirais, Malo, à quelqu'un qui hésite à l'idée de se faire accompagner? Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, Bah, il faut foncer, parce que si vous faites pas accompagner, vous risquez. Alors, on sait que le temps est précieux, mais on n'a pas de se mettre non plus la pression avec le temps, parce qu'on sait que voilà, le temps, voilà. Mais clairement, ça se fait gagner du temps. C'est une certitude. C'est une certitude parce que psychologiquement, vous vous sentirez mieux, dans votre corps, vous vous sentirez mieux. Vous aurez des réels conseils qui vont vraiment vous faire avancer, parce que faire des stims pour faire des stims, des FIV pour faire des FIV, des transferts d'embryons. Mais si vous changez rien, psychologiquement, émotionnellement, dans votre façon de vivre, hygiène de vie, alimentation, sommeil, tout, faut tout revoir en fait. Et on a l'impression, moi-même, j'avais l'impression, voilà, je suis quelqu'un de sportif qui a une bonne hygiène de vie. Je pensais être bien. Et bah, j'étais bien, mais j'étais pas assez bien parce que mon corps, lui, il a besoin d'un peu plus pour que cette grossesse puisse se mettre en route. Donc, il faut être pas bien, il faut être au top du top. Et en Oui, fait, c'est vrai que comme tu le dis tout le temps, et j'adore, parce qu'en plus, moi, ça me parle beaucoup avec la danse. C'est vrai que c'est une course de fond, quoi. C'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Donc, c'est un truc qui se prépare. C'est une FIV, que vous fassiez une FIV ou une insémination, ça doit être tu dois être préparé psychologiquement. C'est autant que tu dois être préparé dans ton corps, le psychologique, et être accompagné, ça change vraiment la donne. Vraiment, ça change tout. Et quand je dis accompagné, c'est pas par le psy que tu vas aller voir une fois par tous les 10 jours, qui va te coûter 80 balles la séance, que la nana ou le gars, il va te regarder, il va noter et puis tu auras l'impression d'avoir en fait parlé à ta meilleure amie, et puis c'est tout, quoi. Non, dans ces moments-là, vous avez besoin d'un réel accompagnement qui a un réel fond, en fait. Et pour ça, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Et Mia en fait partie. c'est adorable. Ça me touche. Pour l'avoir vécu, moi, j'ai longtemps hésité, parce que c'est vrai qu'on va pas se le cacher. Tu as aussi le côté financier. Si tu as peu de moyens, tu te dis, ah bah tiens, mais en fait, c'est un investissement. Et puis, en plus, moi, ça m'a fait, je suis plus la enfin, je suis plus la même, si, mais même moi, ça m'a apporté dans ma vie perso, sur ma prise de position avec les gens, avec ma famille, sur ce que j'accepte plus, et parce que j'ai fait tout un travail en fait tellement de fond, que du coup, ça m'a permis d'évoluer et de changer certaines choses que j'aurais jamais faites avant. Et en Ouais. fait, ça c'est trop bien, parce que ça t'apporte pas que pour faire un bébé, ça t'apporte pour tout le reste. Oui, je trouve ça génial parce que c'est vrai que moi j'en ai plein qui finalement décident de se réorienter. Ben, on l'a vu, hein, on en a parlé d'ailleurs lundi à la dernière séance de coaching. Il y a des personnes qui décident d'accepter une promotion, qui décident de se réorienter même professionnellement, alors que jusque-là elles se sentaient bloquées, elles osaient pas parce que PMA, pas PMA, enceinte, pas enceinte. Enfin voilà, on se pose mille et une questions. Et puis finalement on met tellement de choses en place qu'à un moment donné ça devient comme une évidence. Et puis on se fait passer en priorité, on accepte, on s'épanouit. Il se passe mille et une choses et la sécrétion hormonale
hormonale, elle suit derrière. Et donc, c'est vrai que ça met en C'est place ça. plein Et de... puis en fait, tout ce qu'on a mis en place, au début, pour moi, alors dans mon cas, d'arrêter le gluten, c'était compliqué, comme je le disais. Je pense que c'était ça le plus compliqué pour moi, le gluten. Et puis finalement, ça t'oblige du coup, à creuser d'autres choses là pour le coup, pour d'avoir d'autres idées pour les repas, etc. Et puis bah maintenant, en fait, on sait qu'on peut reprendre un petit peu le gluten quand même, mais en fait, on a pris des toutes nouvelles habitudes. Donc, moi, je m'octroie depuis une semaine d'en manger. Finalement, j'ai pas craqué avant parce que voilà, j'étais bien comme ça. Et d'ailleurs, je l'ai senti. J'ai mangé une pizza pour la petite, voilà. Mais vraiment ça. Alors, je sais pas si c'est lié à ça. Oui, je pense. Hein. Voilà. Mais là, du coup, je l'ai quand même réintégré un petit peu parce que pour pas que le bébé soit intolérant au gluten. Et puis voilà, pour quand même faire un 80-20, comme dit souvent Mia, c'est aussi important pour pas avoir de frustration. Mais par contre, du coup, on a pris un tel autre mode de vie que en fait, c'est devenu naturel. Et puis, moi, je me sens beaucoup moins fatiguée. Alors c'est moins fatigué, c'est finalement, oui, on a plus d'énergie, on dort mieux, il y a tout un tas de bonnes choses qui s'installent petit à petit, et c'est après coup qu'on se dit, ah mais oui, en fait ça j'ai plus tel désagrément, ou ça je me sens mieux, enfin voilà, ça se sent pas Mm. forcément tout de suite dans les 2-3 premiers jours évidemment, mais avec le recul on se dit, ah mais oui, mais en fait voilà, il se passe ça et ça et ça. Et souvent on a l'impression que avoir une hygiène de vie saine, une alimentation saine, etc., c'est pas drôle. Mais en fait, on peut super bien manger en mangeant Ah sain. ouais. Ah Et on non, peut mais oui. avoir une Moi, alimentation j'aurais. Ah désir. oui, oui. Ah oui, oui. Et puis dans tous les gâteaux, moi, j'aurais fait tous goûter le banana bread choco sans gluten. Et c'était impossible qu'il n'y ait pas de gluten. Je dis, mais vous savez que le gluten, enfin, tout ne s'arrête pas à la farine de blé, quoi. Non, mais c'est Et, euh, et en plus, t'as des recettes qui sont incroyables et tu te fais trop plaisir. C'est juste que oui, par contre, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de faire des recherches, qu'il faut acheter les bonnes farines qui coûtent un petit peu plus cher parce que bah, c'est des farines de qualité. Ton pain sans gluten, bah, la farine de châtaigne, oui, va te coûter plus cher, mais en même temps, bah, je préfère ça et peut-être me dire, bah là, je vais m'acheter moins de vêtements ou moins de trucs, mais au moins, et puis du coup, notre enfant, c'est vraiment, on a envie d'avoir quand même la même démarche sans tomber dans le truc schizo, à se dire, parce que nous, on a adoré petit quand même goûter des trucs, voilà, mais parce que quand il ira chez les grands-parents et on n'y coupera pas et on veut pas saouler tout le monde. Mais voilà, je sais que par contre, son alimentation, le rapport au sucre aussi sera complètement différent. Et si on l'avait eu notre enfant rapidement, et surtout si on t'avait pas rencontré, c'est certain, parce qu'au final, du coup, être accompagné par toi, ça, t'as même pas besoin. Parce que moi, à un moment donné, je me suis posé la question est-ce que je prends une nutritionniste? Mais en fait, t'as pas besoin parce que tous les conseils par rapport à la nutrition, tu nous les donnes aussi. Par rapport à si on a, qu'on soit en infertilité, je mets des grosses guillemets inexpliquées, ou que tu aies une pathologie, bah voilà, Mia nous donne aussi tous les conseils par rapport à la nutrition. Donc en fait, c'est hyper complet. Oui, alors je prends pas toutes les casquettes, effectivement. Je le mets pas hein, forcément nutritionniste, etc. Parce que j'ai pas passé le diplôme, etc. Mais je suis constamment en train de me former par rapport à tout ça et ça n'arrête pas. Je veux dire, je mets un investissement énorme chaque année dans tout un tas de formations pour justement pouvoir vous retransmettre ça. Parce que pour moi, et je vois malheureusement trop de conseils qu'on va appliquer d'un point de vue nutrition. Et puis des fois, quand je regarde le cas de la personne, je me dis mais oui, en fait, on t'a prescrit ça, mais ton corps est pas capable de le faire puisque regarde ton analyse, elle montre que tu n'as pas assez de ça. J'ai eu récemment un exemple pratico-pratique où on avait conseillé une détox du foie. Et la détox du foie, enfin une naturopathe avait conseillé la détox du foie. De manière générale, je trouve que c'est une bonne chose la détox du foie. J'en parle dans le programme, etc. Oui, c'est bien. Mais en fait, pour ça, le corps doit avoir ce qu'il faut pour procéder à la détox. Et en réalité, ben, avec les analyses, je me suis aperçue que la personne n'avait pas du tout la capacité physique de faire une détox. Donc en fait, elle a dépensé de l'argent dans la consultation, elle a dépensé de l'argent dans les produits que la personne lui a fait acheter pour la détox, etc. Et au final, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que son corps est de toute façon pas capable de le faire. Et après, on va me dire, oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et ça n'a pas marché. Ben non, parce qu'en fait, on a perdu l'approche globale. Et c'est souvent ce que je reproche, c'est qu'on va faire des choses de façon très ponctuelle, qui en soi sont pas mauvaises, mais comme on a perdu de vue la dimension générale, bah ça ne donne pas l'effet que ça aurait dû avoir. Et du coup, on a l'impression d'avoir testé plein de trucs, ce qui est vrai, mais en réalité, ça fonctionne pas et ça ne Bah, peut pas c'est fonctionner. ça. En fait, on a testé plein de trucs, mais on n'a pas commencé par le. En fait, on n'a pas commencé au bon.
Ouais. enfin, dans l'ordre, en fait. Les choses qu'on peut mettre en place avant n'étaient pas mauvaises, mais on n'a pas commencé par la base, donc ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et c'est vrai que, enfin, voilà, moi, je vous invite à vraiment découvrir ce que Mia propose parce que je pense que ce sera difficile de trouver, en tout cas dans cette thématique-là de désir d'enfant, d'accompagnement, de quelque chose d'aussi complet en fait. Que ce soit sur les conseils, quelqu'un qui l'a vécu. Tu as aussi, on parle de nutrition, on parle d'émotions, on parle aussi du couple, on parle aussi du conjoint. Enfin, c'est vraiment. Et puis on a cette sororité avec les filles du groupe, plus les coachings mensuels. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Je pense qu'on est plusieurs à pouvoir en témoigner en sortant du coaching, qu'on soit d'autres qu'on doit pas connaître, qui ont juste fait la méthode IAM, qui n'ont pas besoin du coaching éclosion, qui est quand même pour qui ça a fonctionné aussi, j'imagine. Merci. Mais se faire accompagner dans un tel parcours, c'est hyper important et accompagner. Mais voilà, la psy de votre village est peut-être très bien, mais elle va être, elle va jamais être à la page sur tout ça et ça va vous faire perdre de l'argent plus qu'autre chose et du temps. Donc voilà, moi je pense qu'il faut bien cibler. Après, c'est pas évident parce que je sais que quand on passe par Internet, on sait jamais. Au final, tu dis tiens, attends, et maintenant ça fleurit tellement les coachs en personnalité, les machins, les trucs, tu sais plus trop où donner de la tête. Donc voilà, faut se faire sa propre idée. Après, nous, on témoigne en connaissance de cause parce qu'on l'a vécu. Et moi, je suis la première à être assez réticente sur ce genre de choses. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis enceinte et Mia m'a, dans tous les cas, apporté, même au-delà de ça, tellement de choses. Enfin, au-delà de la conception de notre bébé, quoi. Et du coup, bah, c'est une grande richesse, quoi. On sort de là, on est armé pour plein de choses. C'est cool. J'adore. Mais oui, mais pour moi, c'est aussi un tel plaisir d'accompagner et de voir ces réalisations et de voir que ça fonctionne. Et puis, je vous vois évoluer tant physiquement avec les habitudes que vous mettez en place, mais aussi émotionnellement, évidemment. Et voilà, moi, je vois les prises de parole. Enfin, j'entends aussi ce qui n'est pas dit. Parce que dans nos échanges, dans les vocaux, il y a ce qu'on me dit et puis il y a ce qu'on me dit pas et que je vais aller chercher. Et voilà, je vois toute cette évolution et les prises de conscience et je trouve ça juste mais merveilleux. Donc pour moi, je suis certaine d'avoir le meilleur métier du monde. Ça c'est voilà. Je changerais ça pour rien au monde. Mais vraiment, voilà, moi je conseille vraiment éclosion parce que vraiment il y a le suivi. Alors je sais que ça peut être perturbant pour des personnes de pas avoir ce truc du on se voit en vrai, etc. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de questions des gens qui te posent la question et même moi je m'étais posé la question à l'époque. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Enfin, je saurais même pas comment expliquer. Et puis, enfin, moi, c'est vraiment le fait de pouvoir discuter. Et puis, il y a ce côté, on a l'impression que c'est quelqu'un pas de la, ouais, comme de la famille, en fait, comme une tati, quoi. La première à qui on annonce la grossesse. Voilà, c'est ça. Non, c'est important, c'est vraiment important et vous vivrez votre parcours différemment. Ça, c'est certain. Dès que Ouais. vous avez une question qui va saouler votre chéri ou votre copine qui ne saura pas vous répondre, bah Mia, elle saura vous répondre. Bah oui, parce que je me suis posé les mêmes questions en fait. Voilà, il n'y a pas de tabou parce que ça aussi c'est important de le préciser. Il y a zéro tabou parce qu'en fait pour moi tout ça c'est normal. Donc Oui, ça des c'est vrai fois, que c'est top. Avec toi, ça c'est vrai que c'est top parce que des fois, il y a des trucs bon, qui sont pas très glam dans la PMA. Même au-delà de la PMA, quand on parlait de la grossesse, des trucs moins glam aussi. Et puis en fait, on peut vraiment parler de tout, et ça c'est top aussi, parce il qu'on y parle a aussi de la sexualité ou dans ton programme, il y a aussi enfin je sais pas, je peux pas trop spoiler, donc je sais pas trop ce que je peux dire, mais il y a quelques bonus avec des trucs enfin voilà, avec des intervenantes, je veux dire, que enfin, des gens avec qui tu as fait je sais pas comment on appelle ça, une collaboration ou Oui, tout à fait. Je fais intervenir des experts aussi parce que bah voilà, je peux pas être expert dans tout et c'est vrai que si on parle de sexologie, de sexualité, bah, je trouve ça sympa de faire intervenir des gens dont c'est uniquement le métier. Et donc bah voilà, on va avoir des infos là-dessus. Enfin, on peut avoir des infos à plein de niveaux différents, mais c'est vrai que pour moi, il y a zéro tabou, il y a zéro jugement, il y a zéro bête question. C'est vraiment ouais, ça c'est important de le dire aussi, ouais.
Que du coup, c'est vrai que il y a pas de, il y a zéro jugement et on peut poser toutes les questions, même pour nous si elles nous paraissent un peu bêtes. En fait, non. Et du coup, ça c'est aussi, tout est permis. Ouais, Tout est permis tout est permis en fait. Et du coup, ça te facilite toi en tant que personne qui le vit, ça te facilite la vie dans ce parcours. Tu sais en fait que tu as une épaule mais ultra solide sur qui tu peux te reposer et du coup ton quotidien. Enfin moi en tout cas personnellement ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a tout changé quoi. Donc c'est important. Puis c'est complet donc ça c'est important aussi de le dire. J'adore. Merci beaucoup, en tout cas, Malo, pour ce message. C'est un plaisir pour moi, évidemment, de t'accompagner. Mais c'est aussi un plaisir pour moi de voir ta grossesse qui se déroule, qui évolue. Et je trouve ça juste fantastique. Donc, encore une fois, félicitations. Merci, bah merci à toi. Tu vas passer un tout autre anniversaire cette année. Ouais. Et un tout autre Noël, hein, parce que l'année dernière, c'était pas glorieux, hein. Ouais. Et je sais que ça, c'est pas une mince affaire la fin d'année quand on attend notre tour et que c'est pas encore cette année. Et il y a voilà. Il y a un an, j'aurais jamais pensé vous dire ça 1 an plus tard. Et au final, 1 an, c'est proche et loin à la fois. Donc, faut jamais perdre espoir, quoi. Tout est possible. Et dans le coaching et dans le programme, enfin, on est toutes des profils quand même différents ou des fois plus ou moins similaires. Et, euh, et il se passe plein de trucs. Il peut se passer des trucs de fou, quoi. En fait, tout est D'un moment à possible. l'autre, parfois, il y a d'énormes changements. Donc, ouais. Tout est possible. Dites-vous que même si c'est chiant à entendre, moi ça me saoulait de l'entendre, j'avais pas envie de l'entendre, mais c'est vrai que tout est possible et il faut l'ancrer en tête. T'en es la preuve. J'en suis là, ouais. Et je pensais que ça arrivait qu'aux autres, hein. Vraiment. Oui. Donc, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et oui, tout est possible. Tout est possible. C'est En génial. suivant les conseils, tout est possible, ouais. Merci infiniment en tout cas pour ce moment de partage. Pour vous qui nous écoutez, j'espère que ce moment partagé avec Mallory vous a permis de voir que effectivement il y a 1001 possibilités, de voir que vous n'êtes pas toute seule et que encore une fois oui tout est possible. Hein, les miracles c'est pas que pour les autres, il y a aussi de jolies choses qui vous sont réservées, qui vous attendent. Donc si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous me contactez via les réseaux, vous me contactez via par mail, vous avez les informations sur le site internet, sur Instagram et même au niveau du podcast, vous avez toutes les infos. Merci infiniment Mallory et puis merci à toi. Très bientôt. Ouais, oui, à très vite. On suit les nouvelles de chacune aussi et puis bon courage à toi et puis allez-y les yeux fermés, hein. Merci beaucoup. À très bientôt les filles. À très vite. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.